Donc, bonjour à tous, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, du coup, je suis Fleur Brignano, infirmière puéricultrice en réanimation néonatale au CHU de La Réunion, sur le site Nord à Saint-Denis. Je viens vous présenter aujourd'hui une petite enquête menée auprès de nos collègues IDE, PDE exerçant en réa néonate et prenant en soin des extrêmes prématurés autour de la question de la douleur et de l'inconfort liés aux soins du quotidien. Donc, globalement, les soins de notre rôle propre en tant que paramédicaux. Alors, pour commencer, évidemment, je n'ai pas pu résister à vous apporter un petit peu de chaleur et de tropique en ce mois de janvier métropolitain. Donc, à La Réunion, on est dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice. C'est une région et un département d'outre-mer, donc avec un CHU depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Deux sites principaux, un au nord à Saint-Denis, un à Saint-Pierre au sud, et une répartition des activités entre les deux sites, et puis bien sûr des activités présentes dans les deux sites, dont deux maternités, donc de niveau 3, et deux services de réanimation néonatale, pour un total de 20 places sur La Réunion. Alors, quelques éléments de contexte, juste pour vous expliquer aussi pourquoi on s'est intéressé à cette population de patients particulièrement. Donc, la première chose, c'est qu'on a à La Réunion toujours un taux de natalité et de fécondité bien supérieur à la métropole, même si l'écart tend à se réduire au fur et à mesure des décennies. Et puis, on a aussi un taux de prématurité bien supérieur, notamment pour les grands prématurés et tout particulièrement pour les extrêmes prématurés, puisqu'on a le double d'extrêmes prématurés par rapport à la métropole, ce qui représente une centaine de naissances. Alors, ça ne fait pas des grands chiffres, bien sûr, puisque c'est rapporté au nombre de naissances, mais ça représente quand même une centaine de naissances chaque année sur La Réunion, de bébés donc nés à moins de 28 semaines d'aménorrhée, puisqu'on est parti sur la définition de l'OMS jusqu'à 27 plus 6. Alors, autre caractéristique, donc plus de prématurés et également une morbimortalité des prématurés supérieure à La Réunion. Donc là, je vous ai simplement mis un tableau d'une étude parue en 2019 qui permettait de comparer en fait la cohorte épipage 2 et une cohorte d'enfants suivis dans le cadre de l'Observatoire de la grande prématurité à La Réunion, qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus faute de financement, mais qui a marché pendant plusieurs années et qui montre que, par exemple, si on prend la ligne DC, donc OGP, c'est l'Observatoire de la grande prématurité à La Réunion, et la cohorte épipage 2, et on voit que sur les 24-26 semaines, donc on avait 45,9% de bébés qui décédaient contre 30,3% sur la cohorte épipage 2, donc à peu près sur la même période, et un écart qui se réduit au fur et à mesure qu'on monte dans les âges gestationnels. Donc voilà, une morbimortalité des prématurés, des extrêmes prématurés quand même qui reste supérieure chez nous. Alors, l'étude de cette enquête qui a été menée, donc le contexte, donc on prend en charge des enfants tous, des enfants d'âge gestationnel de plus en plus faibles, en lien avec les progrès de la réanimation néonatale et des progrès de la technique. La prise en charge de la douleur, bien sûr, c'est une préoccupation essentielle des soignants, notamment pour les paramédicaux, dans le cadre de notre rôle propre et de notre rôle prescrit. Des soins douloureux et stressants d'autant plus importants, enfin en nombre d'autant plus élevé que l'âge gestationnel est faible. Donc là, je vous avais remis les graphiques. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien, justement en lien avec l'étude EpiPain dont on a parlé tout à l'heure et qui montrait, donc en abscisse, vous avez les âges gestationnels et qui montrait qu'en fait, plus les enfants sont jeunes en âge gestationnel, plus ils sont soumis à un nombre important de soins douloureux en haut et stressants en bas. Non. Donc, des durées d'hospitalisation particulièrement longues pour ces extrêmes prématurés, évidemment, du fait de leur terme. Ils vont passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois en réanimation néonatale, donc soumis à des soins et un environnement pour lequel ils ne sont pas préparés. Et donc, un challenge à la fois technique et humain de prise en charge en lien avec les capacités, les fragilités spécifiques de l'extrême prématuré, d'une évaluation de la douleur qui peut être plus difficile pour ces enfants, et puis une prise en charge de la douleur et de l'inconfort pour ces extrêmes prématurés qui manquent aujourd'hui encore de références sur ce qui fonctionne pour eux ou ce qui ne fonctionne pas.
Donc, l'objectif, c'était de mieux appréhender les exigences des prises en soin de la douleur et de l'inconfort et les difficultés rencontrées par l'équipe soignante dans cette population spécifique. Donc, cette enquête donc menée auprès de collègues concernait à la fois les connaissances des professionnels sur les manifestations particulières de la douleur des extrêmes prématurés, sur les pratiques professionnelles d'évaluation et de prise en charge de cette douleur et de la place de la famille dans ce contexte, et sur les difficultés particulières éventuelles et le ressenti des soignants autour de ces prises en soins d'extrême préma. Donc, la méthodologie, très rapidement, c'est une enquête qualitative qui ne se veut pas du tout représentative, ni des soignants, de l'ensemble des soignants de réanimation néonatale en France, ni de l'ensemble des services. Donc, c'est vraiment une enquête qualitative avec des entretiens qui ont été réalisés l'année dernière, en mai 2022. Un recrutement sur la base du volontariat par l'intermédiaire des cadres de santé qui nous ont mis en contact. 2 services de réanimation néonatale en France ont été interrogés avec un anonymat complet sur ces services sollicités. La seule chose que je peux vous dire, c'est que mon service d'exercice n'a pas été sollicité, mais voilà. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment le fait d'avoir 2 services, ça permettait de ne pas dépendre d'une politique de service particulièrement et de pouvoir croiser un petit peu les expériences. Donc, un questionnaire semi-directif qui s'est fait soit en face à face, soit en visio, en fonction du choix des interviewés. Alors, les items explorés, donc 15 grandes questions autour de trois grands items. Le profil des soignants, donc c'était essentiellement diplôme, nombre d'années d'expérience et formation complémentaire suivie. Les connaissances théoriques des soignants sur la douleur de l'extrême préma, avec des questions autour des sources et des manifestations de la douleur. Autour des concepts d'hyperalgésie ou d'allodynie et également des soins d'hygiène et de confort en réanimation. Et puis aussi des questions autour des pratiques professionnelles, du coup, de lutte contre la douleur et l'inconfort, avec des questions autour des protocoles douleur, des échelles douleur utilisées, des modalités de prévention et de prise en charge de cette douleur et du rôle de la famille. Donc, pour les résultats. Donc, les professionnels interrogés, 13 professionnels au total, une durée moyenne d'entretien de 36 minutes, entre 21 minutes et 54 minutes, ce qui est très intéressant parce que ça a permis vraiment d'avoir quasi des entretiens réflexifs en fait sur des pratiques et des soignants qui disaient que finalement, au fur et à mesure des questions, pourtant, ce sont des soins qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour, de façon un petit peu banalisée, entre guillemets. Et finalement, en répondant aux questions et en se projetant dans les soins, bah, c'est finalement des questions qui posent quelques difficultés pour y répondre, en fait. On note aussi 4 refus de participer à l'enquête après la présentation du sujet abordé. Sur l'ensemble des soignants interrogés, un peu plus des 3/4 disposaient d'une grande expérience et ont été considérés comme performants ou experts. Donc là, ce ne sont pas eux qui se sont dit performants ou experts. Je me suis basée sur une échelle qui est l'échelle de Patricia Benner, qui a classé de novice à expert l'excellence en soins infirmiers. Et la moitié d'ailleurs était expert, donc avait plus de 6 années d'expérience en réanimation néonatale. Et 8, donc les 2/3 avaient une expérience exclusive de réa néonate dans leur expérience professionnelle. Alors, les connaissances sur la douleur de l'extrême prématuré, donc les soins sont la principale source de douleur, même si il y a de multiples sources de douleur pour un extrême prématuré en réanimation néonatale. Et pour la moitié des soignants interrogés, tous les soins sont douloureux. D'autres sources de douleur sont citées, comme par exemple les effets de l'environnement, du bruit et de la lumière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les mobilisations et les changements de position ont été identifiés par un tiers des soignants qui en parlent à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui ont été faites en réanimation pédiatrique et adulte et qui montrent que parmi les soins les plus douloureux en réanimation néonatale, arrivent en 3e position, effectivement, les mobilisations. Des manifestations spécifiques de douleur, donc c'est oui pour un peu plus de la moitié des soignants. En fait, c'est surtout une différence en termes d'intensité qui est relevée, avec des signes un peu les mêmes pour tous les prématurés, mais chez les extrêmes prématurés, des signes un peu plus discrets, un peu plus subtils qui nécessitent une plus grande observation. Et puis, par contre, peu citent des manifestations végétatives de douleur, des réponses végétatives qui sont pourtant un mode d'expression très important de l'extrême prématuré.
Et puis, il y a aussi un élément important, c'est que les 3/4 des soignants savent qu'un certain nombre de manifestations de la douleur se produisent à distance des soins. Et ça, c'est vraiment très en lien avec la littérature qui montre la hausse du temps de réponse à la douleur chez les extrêmes primaires. Alors, l'opposition douleur-inconfort dont on a un peu parlé déjà depuis le début de la journée, donc pour la majorité des soignants, finalement, c'est un peu l'opposition entre soins invasifs qui seraient source de douleur et soins non invasifs plutôt source d'inconfort. Et en même temps, dans ces questions, très rapidement, notamment les plus expérimentés des professionnels interrogés disent en fait, c'est pas si simple parce que finalement, les manifestations de l'enfant sur ces soins douloureux et inconfortables, ben, en fait, c'est les mêmes. Et finalement, est-ce que cette distinction, elle est valable chez ces enfants? On y reviendra dans la discussion. Alors, les concepts d'hyperalgésie et d'allodynie. Donc, l'hyperalgésie qui est donc le fait d'avoir une augmentation progressive de la réponse de douleur au fur et à mesure qu'on réalise les soins. Ça, c'est quelque chose qui a été bien rapporté par tous les professionnels interrogés. Mais le phénomène d'allodynie est un peu moins connu. Ce sont donc des réponses de douleur à des stimulus normalement indolores. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été moins cité spontanément. Alors, sur les soins d'hygiène et de confort, qu'on appelle aussi les soins de confort et de bien-être dans le référentiel de compétences infirmières, donc la plupart des soignants font la distinction entre soins d'hygiène et soins de confort. Voilà, les soins d'hygiène, c'est essentiellement le change de la toilette, mais il y a aussi les soins des yeux, les soins de cordon, etc. De multiples soins de confort, par contre, les changements d'interface, les réfections du lit, les changements de capteurs, les réinstallations, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ces soins sont, puisqu'il y avait aussi une question sur la périodicité de ces soins, sont plutôt réalisés selon un rythme prédéfini par le service, toutes les 3, toutes les 4, toutes les 6 heures, plutôt que par un rythme défini par les besoins de l'enfant. Donc, on est encore sur quelque chose où beaucoup de ces soins-là, en tout cas, ces soins de base, sont faits de façon un peu systématique. Ensuite, sur les pratiques professionnelles, donc la douleur, c'est entendu, l'évaluation, la prise en charge, la prévention, c'est vraiment une préoccupation des soignants dans le cadre de notre pôle proc et notre prescrit. Les protocoles douleur, donc là, c'est quelque chose qui était un peu étonnant parce qu'on a finalement interrogé que 2 services, donc théoriquement, on aurait dû avoir des réponses un peu homogènes en fonction des services, et finalement, non. Donc, il y a des collègues qui disent ne pas savoir s'il y a un protocole. Voilà, ils sont parfois existants, mais inconnus, parfois pas existants du tout. Et souvent, ils sont sur le produit. Donc, on a un protocole saccharose, un protocole EMLA, et pas forcément de protocole douleur. Est-ce qu'il concerne aussi les soins d'hygiène et de confort? C'est pas forcément su non plus. Intéressant aussi sur les professionnels, donc 4 professionnels avaient travaillé dans différentes réanimations néonatales en France et témoignaient du fait que les prises en charge étaient mais vraiment totalement différentes d'une réanimation néonatale à l'autre et que finalement le fait de changer, on change tous nos référentiels. Voilà. Et puis, sur le pot à pot comme moyen de prévention de prise en charge de la douleur, est cité par la moitié des soignants interrogés. Donc là, effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est parce que chez les extrêmes préma, il peut y avoir des politiques où on est peut-être un peu plus frileux pour les mettre en pot à pot. Est-ce que c'est une habitude de service, des craintes personnelles, voilà, une organisation de service qui ne le permet pas. Donc, sur les pratiques professionnelles, suite, l'évaluation de la douleur. Donc, l'évaluation de la douleur est systématique pour tous les professionnels interrogés. Par contre, la cotation ne l'est pas toujours et les plus expérimentés des professionnels interrogés disaient la coter uniquement lorsqu'elle repérait au niveau clinique des signes d'inconfort pour pouvoir justifier, par exemple, d'une demande antalgique. Mais il n'y a pas forcément de cotation systématique. L'échelle EDIN est citée par tous les professionnels. C'est effectivement une échelle validée pour les extrêmes préma à partir de 25 semaines. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 2/3 des soignants disent ajuster leur cotation. C'est-à-dire que comme ils la trouvent plus ou moins adaptée pour ces enfants-là, chacun ajuste un petit peu sa cotation pour les 2/3 des soignants et on y reviendra dans la discussion. Les méthodes de prévention et de prise en charge sont très, très variables selon les soignants et ce n'est pas du tout service dépendant. Chacun a un petit peu ses propres techniques et ses propres solutions en fonction de son expérience.
Donc, pour exemple, hein, sur les moyens de prévention, pour 13 soignants interrogés, 19 moyens de prévention, 22 moyens de prise en charge de la douleur. Donc, chacun a un petit peu sa propre combinaison de choses qui fonctionnent ou pas. En tout cas, beaucoup disent essayer des choses, entre guillemets. Et puis, un besoin de formation exprimé par tous les soignants interrogés également, d'études et de recul sur cette population de patients. Donc ça, je vous ai juste, donc je ne vais pas tout détailler parce que ça va être trop long, mais en fait, j'ai pris l'exemple de 3 soins, le change, la réflexion du lit et le changement de position, donc vraiment des soins de base. Donc si on prend en bleu le change, par exemple, donc la question était, d'après vous, pour vous, est-ce que le change est un soin confortable pour un extrême prématuré? Et l'échelle, c'était de jamais à 1 et toujours confortable à 10. Et finalement, ce qui est intéressant, alors chacun peut y mettre un petit peu ce qu'il veut, hein, on peut y revenir là-dessus d'ailleurs après, si vous le souhaitez. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour le change, par exemple, bah, les réponses vont de 1 à 8. Donc, il y a vraiment il n'y a pas spécialement d'éléments liés au diplôme d'origine ou à l'expérience, hein, c'est un classement par expérience. Voilà, chacun a un petit peu son idée par rapport à ses soins et avec des idées vraiment très, très variables, très, très variées. Et à côté, c'était sur le stress. Donc, c'est pareil. Il y a vraiment chacun a un petit peu sa propre évaluation du confort et du stress généré par ses soins. Alors, sur les émotions des soignants, donc ce n'était pas forcément le sujet initial de cet entretien, mais finalement, c'est des questions qui sont venues assez facilement et rapidement au cours de l'entretien. C'est vrai que pour la plupart des professionnels interrogés, c'est plus difficile de prendre en soin ces enfants en raison de leur instabilité, parfois de leur aspect physique et surtout de leur parcours très long et incertain. Et beaucoup de soignants évoquent des souvenirs, des expériences douloureuses liées aux prises en soin des extrêmes prématurés. Il y a aussi le vocabulaire qui a été choisi à certains moments, le refus de participer aussi de certains soignants, l'étonnement aussi de certains soignants sur leurs difficultés, leurs doutes en fait pour répondre à certaines questions. Après, ce qui est quand même un petit peu rassurant, c'est que l'expérience semble être un facteur d'efficacité et de protection pour le soignant. Et donc, le collègue qui dit, ça fait quand même 10 ans que je fais ça, ça ne m'impressionne plus. Mais voilà, cette question des émotions a vraiment traversé tous les entretiens réalisés. Alors, sur la discussion, du coup, premier élément de discussion, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, entre inconfort et douleur. Alors, on a vu qu'il y avait vraiment une perception variable des soignants sur les mêmes soins. Donc, sur cette population d'enfants, en tout cas, on peut se poser la question de savoir s'il y a une différence réelle entre, on peut vraiment distinguer inconfort et douleur ou pas. En tout cas, la question est posée. Et de se demander aussi si finalement dire qu'un soin est inconfortable, c'est pas aussi une façon pour nous de nous protéger un petit peu et de ne pas se dire que finalement tous nos soins déclenchent des réactions de douleur quand on connaît l'impact de la douleur sur le stress et sur le devenir à court, moyen et long terme de ces enfants. Donc, en tout cas, la question est posée. C'est vrai qu'il y a des études qui ont vraiment clairement montré que, par exemple, je pense à une étude du docteur Dubourg qui montrait que sur le change ou le changement de position, le nouveau-né prématuré, et ce n'était pas des extrêmes prématurés, exprimait un comportement de douleur lors de procédures infirmières de routine considérées comme non invasives. Alors, sur l'évaluation EDIN également, c'est sûr que c'est une échelle qui est valide pour les extrêmes prématurés, mais elle est basée sur les réponses comportementales à la douleur et à l'inconfort. Et notamment, on n'a pas d'éléments du tout sur le végétatif, qui est pourtant un des premiers modes d'expression de l'extrême prématuré, qui va bradycarder, devenir polypnéique, etc. Et donc, ce qui fait qu'un certain nombre enfin, presque tous les soignants interrogés, en fait, ajustaient un petit peu leur cotation. Donc, c'est compliqué parce que l'échelle, elle sert justement à pouvoir comparer et pouvoir mesurer, par exemple, l'efficacité de traitement ou d'éléments menés pour essayer d'améliorer la situation. Et c'est vrai que si chacun évalue à son niveau et cote différemment en fonction de son expérience et de son ressenti, les comparaisons sont beaucoup plus difficiles. Alors, sur les stratégies individuelles de prise en charge de la douleur, donc clairement, il n'y a pas de stratégie collective ou dépendant d'un service. Donc, ce sont des stratégies individuelles. Là, j'ai remis justement un tableau qui était paru dans l'étude, suite à l'étude EpiPain par le docteur Carbajal. Sur les étoiles, je vous ai mis en fait
les éléments du rôle propre infirmier. Et donc, ils représentent 92% de ces soins qui causent du stress. Et pour 85 à 95% d'entre eux, il n'y avait pas de prise en charge ni médicamenteuse ni non médicamenteuse de la douleur. Enfin, rien n'était fait particulièrement pour essayer de soulager la douleur ou l'inconfort de ces soins. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui ça a beaucoup changé ou pas. Et de toute façon, aujourd'hui, toujours, on manque beaucoup de références pour ces enfants-là. Beaucoup d'études, en fait, excluent l'extrême prématuré autour des solutions non médicamenteuses de lutte contre la douleur. Alors, quelle place pour les parents? Donc, c'est sûr que quand je pose la question à la toute fin de l'entretien, les parents sont les spécialistes de leur enfant, ils sont indispensables, ils ont toute leur place. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que dans tous les services de réanimation néonatale, on accueille les parents 24 heures sur 24 et ils ont toute leur place, effectivement. Le point de vue sur le confort de leur enfant, effectivement, est écouté. Leur présence est favorisée pendant les soins. Pourtant, finalement, la question le rôle des parents n'est quasiment jamais venu avant la question. C'est-à-dire que sur tous les moyens, pour lesquels on peut faire intervenir les parents, il n'y a pas spontanément, on ne pense pas spontanément encore aux parents. Et pourtant, c'est leur rôle premier. Ce sont les premiers donneurs de soins de leurs enfants. D'ailleurs, la Charte du nouveau-né hospitalisé, dans son article 8, dit que bien que les parents ont tout leur rôle à jouer dans la gestion et même dans l'évaluation de la douleur et de l'inconfort de leur enfant, et aujourd'hui, on voit qu'on a encore, on considère encore que c'est vraiment du strict rôle médical ou paramédical. Et voilà. Donc ça, c'est encore une piste pour avancer, mais on peut en discuter. Vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec ça, et tant mieux, on en discute après. Donc, des pistes de travail et de recherche pour mieux connaître les modes d'expression et de douleur et d'inconfort des extrêmes prématurés. Pour développer l'observation et l'individualisation des soins, c'est vrai que j'ai parlé de protocole. Le protocole, en fait, il donne un cadre, il permet d'avoir des éléments sur ce qui fonctionne, sur ce que disent les études. Et puis après, évidemment, chaque enfant est différent. Un enfant extrême prémat ne ressemble pas à un autre. Chacun a son histoire, chacun a ses propres difficultés. Et donc, il faut être capable, à partir de ces protocoles, d'avoir une latitude pour l'observation et pour l'individualisation de ces soins. Et puis, du coup, à partir du moment où ça, c'est très, très bien connu, par contre, les conséquences de la douleur sur le stress de l'enfant et sur les conséquences jusqu'à très long terme, y compris. Donc, de mieux évaluer la balance bénéfice-risque de chaque soin, notamment pour ces soins du quotidien un peu banalisés encore pour nous. Et bien sûr, de réfléchir à la place des parents dans la gestion de la douleur de leur enfant. Beaucoup d'éléments de non médicamenteux, les parents sont tout à fait capables d'y participer activement, et y compris d'imaginer une coévaluation de la douleur parents-soignants. Donc, en conclusion des problématiques spécifiques, un besoin de soutien académique, donc de formation. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très bien formé sur ces caractéristiques et ces spécificités des modes d'expression de l'extrême prématuré, des besoins de recherche, et puis surtout, et c'est aussi le sens de ma venue aujourd'hui, je crois vraiment beaucoup à l'échange d'expériences entre services. Je pense qu'on aurait tout intérêt à partager nos expériences sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu regrettable. C'est un peu peut-être bisounours, hein, ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça serait vraiment souhaitable d'avoir un réseau de paramédicaux pour échanger sur nos expériences autour de ces soins du quotidien. Voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt un partage. Effectivement, nous, on a été confrontés à cette, dans l'échelle de, donc nous, c'est plutôt la confort néo qu'on utilise, à cette part de subjectivité en fait du soignant qui faisait que la cotation était modifiée
puisqu'elle ne correspondait pas au ressenti du soignant et qu'elle était donc faussée. Et donc, bon, nous, c'est une piste. Alors, je pense que ça peut sûrement être aussi enrichi par l'observation de travail qui est fait dans le NIFGAP et le FINE. Mais nous, on a essayé de mettre en place une échelle numérique qu'on a appelée échelle numérique qui correspond au ressenti du soignant, puisqu'on pense qu'il ne s'agit pas de le négliger non plus, mais de pouvoir partager autour de ça. Donc, on a, enfin, avec l'aide d'un médecin qui nous a aidé à faire, un jeune médecin, de créer une échelle numérique qui correspondrait à un enfant confortable, modéré au niveau du confort ou pas du tout confortable. Donc voilà, c'est un des moyens, en tout cas, et une des pistes qu'on a mis en attendant sûrement d'utiliser les échelles d'observation beaucoup plus fines. Ouais, ok. Oui, moi, c'était également un peu un partage, une réflexion que j'avais en écoutant votre topo. Merci, parce que c'est vrai que c'est important. Je pense que les soignants puissent partager autour de la spécificité de ces unités. Après, les journées comme aujourd'hui, ben, ça répond quand même un petit peu à cette question. En fait, je voulais revenir sur un soignant qui avait exprimé l'idée que l'expérience était un facteur d'efficacité et de protection. Moi, je suis dans l'unité depuis un certain nombre d'années et je suis pas tout à fait en accord avec ça, mais après, c'est le principe du témoignage un peu individuel, mais autant avec le temps, on est outillé, on peut partager peut-être plus aisément en équipe et tout ça, mais l'immaturité de la peau d'un grand prématuré, je pense justement que le temps de travail au sein d'une équipe, ça donne une prise de conscience. Enfin, on connaît bien le parcours et je dirais pas que les années simplifient. En fait, ça augmente un peu la réflexion et ça, voilà, c'était juste un petit partage. Et par rapport à toutes les présentations qui ont été faites ce matin, c'est vrai qu'on parle beaucoup des parents. Moi, ça m'interroge aussi parce que autant demander à un parent comment trouvez-vous votre bébé aujourd'hui, ça me paraît pertinent. Autant le faire asseoir à côté d'un soignant et qu'on remplisse ensemble l'échelle, que ce soit l'EDIN ou le néoconfort, moi, ça me pose question. Enfin, je me demande à tout moment si on ne fait pas des parents des soignants. Et bon, voilà, ça revient souvent dans les discussions de NIDCAP, soins de développement. Et enfin, je pense qu'on a tous envie d'accueillir au mieux les parents et de les insérer au mieux, mais des fois, j'ai l'impression qu'on fait un peu fausse route dans la façon de le penser. Jusqu'où on va, en fait. Voilà. Ouais. Merci Elodie. Je rebondis effectivement sur ta remarque par rapport à l'expérience qui protège ou pas. Effectivement, le Green a réfléchi là-dessus, notamment par rapport au risque de burn-out. Il y a une dernière recommandation là-dessus et on voit bien que à la souffrance de l'enfant fait écho la souffrance du soignant et inversement, et que c'est aussi les plus exposés et que qui dit plus expérience, OK, on a un mécanisme de refoulement, mais peut-être que ça commence à être en cumulé aussi, peut-être dans les risques professionnels des soignants, et que certainement cette exposition au stress, à l'inconfort, à la douleur joue un rôle là-dedans. Donc, ce qui peut être protecteur pour les uns peut être au contraire affaiblissant pour les autres. Et c'est important de ne pas stigmatiser les jeunes professionnels versus les plus expérimentés comme étant plus ou moins à risque selon les domaines. On a une autre question dans la salle. Bonjour. Ma question est plutôt simple, mais vous avez dit tout à l'heure que les soins envers les prématurés se faisaient de façon systématique et que ça devrait peut-être se faire en fonction des besoins de l'enfant, ce qui serait plutôt normal, mais vu que les prématurés sont souvent endormis ou alors qui ne sont pas très réactifs en fonction de leurs besoins. Quels sont les signes ou les indicateurs qu'on pourrait avoir? Par exemple, le repas, et si ça ne se fait pas en systématique, est-ce qu'il va réclamer? Enfin, après, moi, c'est une simple question. Ouais.
Alors, c'est vrai que au fur et à mesure de ces entretiens, alors nous, les extrêmes prématurés, ils sont parfois intubés, mais ils sont pas toujours intubés. Enfin, même généralement, ils commencent pas intubés, ensuite ils sont intubés, et puis ils sont rapidement extubés. Enfin, voilà, qui dit extrême prématuré dit pas nécessairement intubation et sédation. Donc ça, c'est la première chose, sans aller jusqu'au repas, parce qu'effectivement, là, on est dans de la prescription médicale et on est encore dans un autre sujet. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, ça interroge d'avoir des soignants, tout en le regrettant d'ailleurs dans l'enquête, hein, mais disant ben, le change, c'est toutes les 4 heures, ou le change, c'est toutes les 6 heures, ou le change, c'est toutes les 3 heures. Et finalement, peut-être que cet enfant, s'il est calme, qu'il est en train de dormir et qu'il est 17 heures, eh ben, on va peut-être pas aller le déranger maintenant pour changer sa couche parce que c'est l'heure, mais on va attendre qu'il nous appelle, qu'il se manifeste. On va essayer d'évaluer dans quel état d'éveil il est. Alors, sur un extrême prématuré, c'est compliqué parce qu'avant 28 semaines, on sait bien que le système de la veille, de l'attention, du sommeil n'est pas bien organisé. Mais on peut avoir des signes d'un enfant voilà, qui commence ou qui commence à montrer de l'inconfort. Parce que, ben, effectivement, ça fait longtemps qu'il est resté comme ça, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut avoir, de voir à quel moment ce soin il peut être fait et pas nécessairement à une heure précise. Voilà. Et donc, effectivement, en fonction d'un enfant sédaté, intubé ou d'un enfant en VNI, il y aura des signes différents. Et alors, sur le fil de discussion, Fleur, on a 2 thématiques qui ressortent. La première, c'est on a bien compris l'importance de l'objectivation et donc d'utiliser des outils validés. On nous a parlé de la Confort Néo, là, vous nous en avez parlé d'autres. On a également la PIP qui a été soulevée dans le fil de discussion comme étant intéressante parce qu'elle resitue la place de la physiologie dans la question de l'observation et de l'évaluation de la douleur. Donc voilà. Et la PIP, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle prévoit une surcotation pour les plus petits âges gestationnels. C'est-à-dire qu'elle est majorée de 3 points pour les tout petits. Donc voilà. Et alors l'autre sujet qui a été soulevé déjà dans les échanges, c'est la place des parents dans cette évaluation. Une fois qu'on a décidé qui fait quoi à quel moment, plutôt que de choisir pour eux, peut-être au cas par cas, de leur demander leur avis et peut-être que leur participation à cette évaluation dans le cadre de cette objectivation de la douleur, elle peut prendre des formes différentes. Est-ce que vous avez des idées à nous proposer dans nos services à mettre en place? Alors, c'est vrai que la question de savoir si on va coter une grille avec les parents, c'est sûr, pose question. Par contre, c'est vrai que sur le repérage des signes d'inconfort, le repérage des signes de douleur, d'abord, c'est intéressant parce que ça permet aussi de positionner les parents dans leur rôle de parents et de protecteurs de leur enfant. Nous, on n'y est pas, hein, clairement. Hein. Moi, je me fais le relais de témoignages de collègues, mais c'est sûr qu'on n'est pas du tout encore dans la co-évaluation. Par contre, c'est vrai que maintenant, c'est devenu quand même assez courant de demander aux parents comment ils trouvent leur enfant aujourd'hui, ou par rapport à ce matin, ou par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier que vous avez pu repérer? Parce que beaucoup de parents, après, ce n'est pas le cas de tous les parents non plus, mais beaucoup de parents sont là longtemps, souvent, tous les jours. On a aussi des bébés dont les parents sont peu présents pour toute une série de raisons. Hein, donc, il n'y a pas du tout de jugement là-dedans. Chacun a aussi, il y a beaucoup d'éléments psychologiques et puis aussi d'organisation familiale de base, hein, tout simplement, de mamans qui ne peuvent pas être là toute la journée. Et donc, il faut essayer d'ajuster et de faire en sorte de tenir compte de tous ces éléments. Pour l'évaluation de la douleur, c'est aussi une façon vraiment d'intégrer les parents dans la compréhension de leur enfant et de leur donner un peu les clés et la main sur ces choses-là sans du tout en faire des soignants. Et au contraire, de les recentrer sur leur rôle de parents. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez beaucoup. Nous, on a beaucoup de parents qui veulent tout comprendre au respirateur, tout comprendre à chaque élément. Et c'est tout un travail d'arriver à les recentrer sur un rôle de parent, de laisser cette technique de côté. Et c'est super compliqué parce que finalement, ces extrêmes prémas,
On dit le court séjour, la réanimation, mais pour eux, c'est du long séjour en fait. Ça va être leur lieu de vie. Enfin, clairement, on est parti pour 2 mois de réanimation pour les plus petits. Et donc, à partir du moment où on se dit, ben, finalement, cet enfant, il va vivre là. En fait, son motif d'admission, c'est pas la détresse respi. Le motif d'admission, c'est son développement. Lui, il vient là pour ça, en fait. Souvent, ils sont pas malades, ils sont juste nés trop tôt. Et donc, effectivement, ils sont trop immatures pour respirer tout seuls, ils vont avoir besoin de technique. Trop immatures pour manger tout seuls, ils vont avoir besoin de technique. Mais si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, finalement, ces enfants-là, c'est leur lieu de vie, la réanimation, même si ce n'est pas du tout un lieu de vie adapté à leurs possibilités. Et dès lors qu'on se dit ça, on recentre un petit peu les parents et le soin relationnel revient au centre et la technique s'éloigne un petit peu, même si elle est indispensable, évidemment. On a une réaction dans la salle? Bonjour. Alors, c'était plutôt effectivement une réaction, une observation plutôt qu'une question par rapport au fait d'inclure les parents dans l'observation de leur bébé. Je pense que pour faire ça, il faut que nous aussi, on leur montre bien les signes qui peuvent être inconfortables. Typiquement, souvent, quand on fait des soins avec les parents, si le bébé bâille ou éternue, les parents vont dire « Oh, il a un peu attrapé froid. Oh, il est un peu fatigué. » Alors que c'est vraiment des signes qui peuvent être de stress et d'inconfort pour le bébé. Donc ça, il faut, pour que les parents puissent observer et nous dire le niveau de confort de leur bébé, il faut déjà qu'ils sachent tout ça, en fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un travail que nous, on doit faire avec eux. Tous les jours. Tout à fait. Et alors, pour clore, restez à la fleur. Regardez, petite surprise de Morgane pour clore votre intervention. Vous l'avez là, vous l'avez ici. Super. Et alors, deuxième dessin. On vous remercie, Fleur. Merci.